bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant à la une de l'actualité. Encore une mère qui jette son propre fœtus dans la capitale économique du Cameroun. Retour sur ces découvertes macabres dans cette édition de l'information. Crise anglophone, enfin la scolarisation libre pour les enfants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les sécessionnistes anglophones ont désormais donné leur aval pour la réouverture des écoles. On en parle dans cette édition. Et toujours en éducation, la rentrée scolaire prévue pour le 5 octobre prochain approche à grands pas. Dans ce journal, nous irons voir l'ensemble qui prévaut au sein des différents corps enseignants dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Et à l'international, dialogue interlibyen, l'Organisation des Nations Unies soutient l'initiative du Maroc dans l'intérêt des deux partis libyens. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue au 19h45, à tout de suite. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans cette édition de l'information en société, encore une mère qui jette son propre fœtus. La découverte a été faite dans les premières heures de cette matinée du 28 septembre 2020 au quartier dit Nkololoun, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. La mère, à l'origine de cet acte odieux, est encore en cavale. Le retour sur les faits avec Jean-Charles Maïetna et Christian Tamfou. C'est l'un des habitants du quartier Nkololoun, venu vidanger sa poubelle, qui a fait le malheureux constat. Un fœtus de sexe masculin et d'environ 5 mois, retrouvé dans ce bac à ordures. Ce matin du lundi 28 septembre 2020, non loin de l'école publique de Nkololoun, dans l'arrondissement de Douala 2e. J'ai été saisi par un habitant. Ce quartier qui est venu me réveiller, moi j'étais encore chez moi. Il m'a fait part d'une découverte de fœtus au niveau du bac à ordures. Je suis arrivé aussi sur les lieux, j'ai vu. Oui, nous sommes ici au niveau de l'école publique de Nkololoun. Ouais, juste le bac à ordures qui est juste à côté de l'école publique de Nkololoun, au carrefour là. Certainement la personne qui a fait ça a dû déposer ça très tôt dans la nuit, sauf ce matin. Informés, les responsables du quartier ont saisi les autorités compétentes qui sont aussitôt descendues sur les lieux. Et tout de suite, j'ai appelé le commandant de la brigade de gendarmerie de Nkololoun pour lui faire part de la situation, de la découverte. Moi, j'ai comme l'impression que ça provient d'ailleurs pour venir être déposé ici. Parce que ici au quartier, bon, parce que toutes les femmes sont là, on essaie un peu de regarder, de voir. Pourquoi accepter de concevoir lorsqu'on n'est pas à même de garder son prince charmant pour donner naissance normalement et de s'occuper du fruit de ses entrailles? Au quartier Nkololoun à Douala, la question est au centre de toutes les conversations. C'est un peu déplorable, ça c'est un acte criminel. Franchement, quand une fille ne veut pas concevoir, il y a quand même des précautions. Hein? On vous demande d'aller avec des capotes, ou bien même tu t'abstiens de faire des rapports hein? C'est pas normal, ça c'est pas beau à voir. Quand vous-même vous regardez, c'est pas beau à voir. L'enfant est déjà bien formé, ça fait très mal. Une enquête a été ouverte afin de retrouver la génitrice à l'origine de cet acte criminel au quartier Nkololoun, qui n'est pas à son premier forfait. Une découverte macabre qui vient donc interpeller les femmes de la région du littoral, notamment de la ville de Douala, à plus de responsabilités et à l'usage des méthodes contraceptives. Parlons à présent de la crise anglophone et éducation surtout. Un grand pas dans la paix des régions, un grand pas dans la paix des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et les sécessionnistes anglophones désormais ont donné leur aval pour la réouverture des écoles dans cette région. Toutefois, cette réouverture est accompagnée de certaines conditions qui ont été rendues publiques au cours d'un communiqué le week-end dernier. Les explications de Jean-Marie Onambeli.
La rentrée scolaire 2020-2021 pointe à l'horizon. Dans les régions anglophones du pays, la paix n'est pas toujours de mise. Dans une sortie ce week-end, les séparatistes anglophones ont posé un certain nombre de conditions pour une reprise effective des cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour les séparatistes anglophones, je les cite, « Nous savons que les écoles étaient l'une de nos armes, mais nous ne pouvons pas laisser nos enfants grandir comme des analphabètes ou émigrer d'un pays à l'autre à la recherche d'une éducation. Par conséquent, ramener tous nos enfants des pays étrangers devient une de nos préoccupations du moment où l'éducation de nos enfants va aider à l'émergence de notre République. » Fin de citation. Selon les responsables de la République dite d'Ambazonie, aucune école gouvernementale, lors de la rentrée scolaire 2020-2021, ne rouvrirait ses portes à moins qu'elle ne change de nom en école communautaire. En outre, les écoles doivent respecter les jours des villes mortes. En plus, on n'aura pas de chant d'hymne national camerounais dans ces écoles. On n'aura aussi pas d'enseignement de l'histoire du français et du Cameroun français dans les écoles en République dite d'Ambazonie. Selon les séparatistes, l'enseignement des langues maternelles doit être encouragé et enfin, toutes les écoles doivent prendre des mesures adéquates pour protéger les élèves et les enseignants du Covid-19. Dans la suite de leur communiqué, les séparatistes ont également menacé les parents qu'ils oseraient envoyer leurs enfants dans les écoles gouvernementales, affirmant que tout parent qui le ferait sera responsable de tout ce qui arriverait à son enfant. S'il est vrai que les sécessionnistes ont finalement décidé de laisser les enfants aller à l'école dans toutes les régions anglophones, il faut dire que la rentrée qui s'annonce risque d'être difficile, sinon palpitante, pour les parents d'élèves qui souhaitent véritablement envoyer leurs enfants à l'école. Rappelons que la rentrée scolaire est prévue pour le 5 octobre, soit dans une semaine exactement. Quelques jours pour l'État du Cameroun de revoir ces conditions posées par les séparatistes responsables de la République dite d'Ambazonie. Et parlons toujours de la rentrée scolaire, mais cette fois-ci dans les autres régions du Cameroun et notamment la région du littoral. L'ambiance est au beau fixe et c'est le moment des préparatifs pour le corps enseignant qui s'active afin d'assurer une excellente rentrée scolaire à tous les élèves. Une occasion d'ailleurs pour notre reporter Charles Fils-Elanguet de se rendre dans une école de la ville de Douala. Question de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs. Regardons. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire au Cameroun. Le 5 octobre, en effet, les élèves regagneront leurs classes respectives après plus de 4 mois de trêve due à la pandémie coronavirus. Ce lundi consacré à la rentrée administrative, les enseignants et l'administration des écoles s'attellent à tout organiser pour l'effectivité d'une rentrée sans faille. C'est le cas dans ce collège privé situé au quartier Logbesu à Douala. La fondatrice de cet établissement se rassure du bon déroulement des travaux d'extension de classes supplémentaires engagés ici dans le but de satisfaire la recommandation ministérielle sur la limitation des effectifs. Tous les parents sont informés. Nous sommes en travaux, nous sommes en train de faire les extensions pour pouvoir appliquer l'ordonnance ministérielle qui demande 50 élèves par salle de classe. Donc, vous avez constaté, nous sommes encore en travaux, mais je vous rassure que ces travaux d'ici vendredi seront terminés. Puisqu'il s'agit de ce collège en activité depuis près de 8 ans, un dispositif a été mis afin de respecter les mesures barrières. La présence de ces citernes nous rassure de la permanence de l'eau pour le lavage constant des mains par les élèves et le corps enseignant. Comme par le passé, je pense que nous avons mis le paquet pour que nous soyons sûrs de recevoir les enfants dès le sein. C'est une tradition pour cet établissement de commencer les classes le jour de la rentrée. Nous avons eu toutes les dispositions. Vous êtes arrivés, vous avez vu, aujourd'hui c'est la rentrée du personnel enseignant. Le lundi passé, c'était celle du personnel administratif, mais entre-temps, nous avons suffisamment travaillé sur les emplois du temps et sur la répartition des classes. Et nous avons eu l'assurance de la fondation de nous livrer les travaux au plus tard vendredi. Parce que nous tenons à respecter. Et nous pouvons dire aux parents que les enfants seront en sécurité. Nous allons mettre tout un dispositif au niveau de l'eau. La campagne d'inscription dans cet établissement est engagée depuis quelques semaines. Parents et élèves se bousculent dans le but de gagner une place, même si pour la fondatrice, tout le monde aura sa place. Les chantiers de réfection engagés quant à eux seront prêts d'ici le vendredi si l'on s'en tient aux assurances du chef de chantier.
Et la communauté internationale a célébré ce 28 septembre la journée mondiale dédiée à la lutte contre la rage, une maladie encore très peu connue du public, mais aussi une maladie de cette journée et sur les communautés qui œuvrent dans le sens de sensibiliser massivement sur cette maladie. Bien qu'en Europe, le fléau ne fasse plus loin sans faux la une de l'actualité, en Afrique, l'Organisation Unie pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation mondiale de la santé qui vient rappeler aux différentes populations les enjeux de cette célébration. Il faut savoir qu'il y a encore actuellement chaque année environ 60 000 personnes qui meurent de la rage dans d'extrêmes souffrances, dont une grande majorité étant des enfants mordus par des chiens contaminés. La rage est encore présente dans une centaine de pays, ce qui révèle de nombreux cas de rage chez les chiens directement responsables de la transmission. Il est important que tous les pays concernés puissent avoir un accès facile à des vaccins de qualité de façon à conduire les campagnes de vaccination efficaces sur le long terme. C'est à cet effet que les organisations non gouvernementales ont décidé que le thème de cette édition sera « Finissons-en avec la rage, collaborant et vaccinons ». Cette année, le thème de la journée est centré sur la vaccination et la collaboration. En bref, le thème nous rappelle les points clés de l'élimination de la rage et la nécessité d'un effort commun pour arriver à éliminer la maladie transfrontalière. Éradiquer donc la rage d'ici 2030, c'est l'objectif visé par une campagne qui a été sous l'égide du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Patrick Ngoignan et Patrice Foucault sont allés assister. Cette situation, elle est dramatique parce que si personne attrape la rage, on ne peut plus rien faire. L'élevage, des pêches et des industries animales dans la région du littoral. Pourquoi finissons-en avec la rage? Nous savons et nous trouvons que toute personne morte de rage, c'est une rage soit éradiquée. Les vétérinaires du littoral, aux côtés du délégué régional, ont saisi ce jour de célébration mondiale de la lutte contre la rage pour rappeler la nécessité de faire vacciner ces animaux de compagnie. Lorsque la rage a la rage et qui vous mord, premier geste à faire, c'est extrêmement important. Lavez simplement avec de l'eau savon, vous lavez là où vous a mordu, où vous a léché, avant d'aller chez le médecin. La rage n'est pas seulement une affaire de chiens. Et il faut noter que la rage, c'est pour tous les animaux à sang chaud. C'est le chien parce qu'en fait, le chien est plus en contact avec l'homme et c'est le chien est mordeur. Et les chiens, généralement, ils s'attroupent. Et lorsque c'est la période de rut, c'est-à-dire la période où ils doivent s'accoupler, ils sont en train de bagarrer entre eux, il y a beaucoup de morsures. Et lorsqu'un chien est enragé, et qui mord l'autre, il transmet. Et lorsque le propriétaire ou bien une personne est mordu aussi, il attrape la rage. À terme, le Minépia littoral Cette journée de lutte contre la rage était donc une occasion d'interpeller les populations sur l'importance du vaccin qui reste pour l'instant la meilleure méthode de prévention. Les questions des divergences qu'ont observé notre reporter Patrick Ngoignan qui a parcouru les rues de Douala à la recherche d'éventuelles réponses. Mais puisque c'est là, on l'entretient au même titre que les autres à la maison, ils ont leur repas régulièrement. Et puis ils ont leur cage, qu'on nettoie aussi régulièrement. Et puis le mafra, quoi. Son caractère animalier revient souvent à la surface. J'étais mordu hier à 23h parce que moi j'étais déjà couché. Subitement, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire dehors. Mais quand je dis voisin, on ne connaît même pas le voisin parce que les chiens se baladent dans la nuit comme ça là. Bon, c'est pas là. C'est le matin quand on se réveille que son grand frère dit que le chien, il a été mordu par le chien hier soir. Je prends soin quand même de suivre toutes les séances de vaccination, de manière que si par inadvertance ils arrivent à mordre quelqu'un, que la personne soit protégée de toute façon. Il faut faire les vaccins. Chaque fois vraiment mis les vaccins à jour, tu as des sérieux problèmes. Les chiens sont aussi appréciés pour leur capacité de fidélité et de gardien de maison. C'est un très grand maître. C'est pour la sécurité surtout. Ouais. Parce qu'avec le chien, tu es sûr, tu peux dormir tranquille. Des fois, il est bien vrai les hommes. Mais en prendre soin, c'est encore mieux.
Et puis, toujours cette journée du 28 septembre, la communauté internationale a également célébré la journée mondiale pour le droit et l'accès à l'information, une journée qui existe depuis 10 ans déjà et qui a été instituée de par les Nations Unies en 2019. Reportage. Le 17 novembre 2015, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation rencontre plusieurs organisations de la société civile et instances gouvernementales à travers le monde ont déjà adopté cette célébration. L'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté dans sa résolution 74.5 du 15 octobre 2019 le 28 septembre comme journée internationale de l'accès et prendre des décisions en connaissance de cause. Par exemple, lorsqu'ils vont voter, quand les citoyens savent comment ils sont gouvernés, ils perdent des sociétés du savoir à la fois saines et inclusives. L'accès universel à l'information signifie que chaque personne a le droit de rechercher, de recevoir et publier sur les questions d'intérêt général, mais ils dépendent eux-mêmes de leur propre capacité à pouvoir rechercher et recueillir des informations. Par conséquent, le droit d'accès universel à l'information de l'année 2020 se concentre sur le droit à l'information en temps de crise et sur les avantages d'avoir des garanties constitutionnelles, statutaires et politiques pour l'accès du public de la crise de la COVID-19 qui se vit depuis le début de cette année 2020. Cameroun, où les exploitants familiaux agro-pastoraux ainsi que les acteurs étatiques à l'école de l'actualisation des données et références technico-économiques se sont retrouvés. Il était question de cette zone dont l'activité doit être boostée au final. Frédéric Moutomé. La concertation de Garoua de ces acteurs des exploitations familiales agro-pastorales vise à mettre à la disposition du grand public les références technico-économiques des activités de suivi pour la période 2017-2018. Les résultats qui sont sortis nous ont quand même permis d'avoir la situation référentielle des exploitations familiales agro-pastorales. Et aussi de faire ressortir la fiche technico-économique des exploitations, des différents systèmes d'exploitation. Beaucoup de choses restent encore à faire pour améliorer encore les productions animales aussi et un peu plus de revenus. S'agissant des exploitations familiales agro-pastorales à proprement parler, plusieurs acteurs jouent un rôle prépondérant, notamment les décideurs, gouvernements ou pouvoirs publics, les producteurs, mais davantage les conseillers, dont le rôle est prépondérant pour leur production, surtout que le conseil est un outil d'accompagnement à la prise de décisions et de renforcement des capacités des producteurs. Le résultat a été satisfaisant. Mais nous avons vu en termes économiques, ça a quand même permis d'améliorer les niveaux de vie ou en même temps aussi le revenu, n'est-ce pas, de nos producteurs. Il est donc question de mettre en avant l'amélioration des revenus des exploitations familiales, de moderniser l'appareil de production, équipements, bâtiments et infrastructures, mais aussi institutionnaliser le dispositif de conseil agro-pastoral pour la création d'une agence co-gérée par à la fois les corporations et les pouvoirs publics. De la campagne agricole pour les EFA de l'observatoire que nous suivons. Voilà, ces résultats se sont améliorés par rapport à la campagne, à la dernière campagne qu'on a présentée. Et c'était là tous nos souhaits. C'est pas pour dire qu'on a fait pour que ce soit pour qu'on ajoute les données ou les informations. Non, c'est la réalité du terrain. Donc les revenus ont été augmentés par rapport à la dernière diffusion. C'était les exploitants familiaux agro-pastoraux ont augmenté les revenus chaque année. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Précisons que le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales a été mis en place depuis 2008 par les pouvoirs publics et celui-ci entend pérenniser et consolider les acquis en faveur des producteurs. Le tout-puissant de l'Ouest, le Racing Club, les objectifs de cette saison, la montée en élite. Reportage Priscille Messini, Herbert Kouamou.
L'Assemblée générale du Racing Football Club de Bafoussam s'est tenue ce week-end. Ils étaient nombreux, les supporters et sympathiques clubs mythiques de la capitale régionale de l'Ouest qui entendent par cette Assemblée générale donner une nouvelle impulsion. Effectivement, de notre devoir en tant qu'autorité traditionnelle de regrouper autour de nous les dirigeants de Racing, les anciens comme les nouveaux, pour qu'ensemble nous voyons comment nous allons refonder, n'est-ce pas, cette équipe afin qu'elle redémarre la nouvelle saison sur des bases solides et surtout le plus rapidement possible qu'elle rejoigne l'élite One. Le gouverneur de la région de l'Ouest respectant les normes internationales, mais que l'équipe de la ville n'évolue qu'en élite tout. L'autorité administrative invite tous les fils et filles du département de la MIFI à fédérer les efforts de l'Ouest pour pouvoir faire de Racing ce que Racing était. Racing ne peut pas être cette grand-mère qui a élevé une grande famille et qui est abandonnée derrière la case. Ni ce lion qui a protégé sa famille et à la fin de sa vie est abandonné. Je crois que l'État a fait sa part avec beaucoup de ses infrastructures. Merci. Au cours des travaux, la nouvelle équipe dirigeante du Racing Football Club de Bafoussam a été présentée au public. Pour cette saison 2020-2021, le club aura comme président du conseil d'administration Bafonkou Parfait au poste de directeur général Didier Abel et comme coach Photo Bernard. Les supporters font de beaucoup d'espoir sur cette nouvelle équipe dirigeante du TPO qui entend cultiver la bonne gouvernance, développer l'esprit de vainqueur et redynamiser les différentes coordinations pour le rayonnement de l'équipe. Pour ouvrir cette page à l'international, rendons-nous en Libye pour nous intéresser au dialogue interurbain. L'Organisation des Nations Unies soutient l'initiative du Maroc, une initiative qui vise à tirer le succès du processus mené par les Nations Unies dans l'intérêt des deux partis libyens. Plus de détails avec nos confrères d'Africa 24. Le dialogue interlibyen initié par le Maroc continue de recevoir des éloges. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Al Arabiya, la représentante spéciale adjointe chargée des affaires politiques en Libye, Stéphanie Williams, a dit soutenir les efforts consentis dans le cadre du dialogue interlibyen tenu à Bouznika au Maroc du 6 au 11 septembre 2020. Ce dialogue vise à contribuer au succès du processus mené sous les auspices des Nations Unies en vue de trouver une solution à la crise libyenne. J'ai effectué une très bonne visite au Maroc vers la fin du mois d'août et je suis régulièrement en contact avec le ministre Bourita et d'autres fonctionnaires du gouvernement. Je peux vous dire que les discussions ont porté sur l'accord politique libyen relatif au poste de souveraineté. Il était également question des compétences requises pour la désignation dans ces postes. Stéphanie Williams a également fait mention de l'article 15 de l'accord politique libyen. Selon elle, il y a une volonté d'approbation émise par les délégations libyennes sur le contenu de cet accord. D'après ce que j'ai compris de mes discussions avec des responsables marocains, il y a une volonté de réunir les présidents du Haut Conseil d'État libyen, Khaled Al-Meshri, et de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, pour approuver ensemble la signature de l'accord conclu entre les deux délégations. Pour Stéphanie Williams, l'objectif principal de ces pourparlers, c'est la tenue d'élections susceptibles d'apporter une réponse à la crise libyenne. Elle a de nouveau exprimé son soutien à cette initiative marocaine et à tous les efforts visant à assurer le succès du processus mené par les Nations Unies dans l'intérêt des deux parties libyennes. Des affrontements ont éclaté hier, 27 septembre, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques qui s'opposent depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh. Une fois de plus, reportage de nos confrères de France 24. Rassemblés dans le centre de la capitale Erevan, ces volontaires arméniens se mobilisent, prêts à aller au front et soutenir leur armée.
Après un dimanche de combat meurtrier, les affrontements se poursuivent entre les forces d'Arménie et d'Azerbaïdjan dans la région séparatiste du Haut-Karabakh. Les deux pays s'accusent mutuellement de recourir à l'artillerie lourde et se renvoient dos à dos la responsabilité de l'initiative guerrière. Les deux camps diffusant des images de destruction infligées à l'ennemi et de victimes. Côté arménien, des chars azerbaïdjanais en feu. Côté azerbaïdjanais, des missiles frappant des engins arméniens. Les deux pays ont déclaré la loi martiale et décrété la mobilisation générale. Lundi, le président de la République autoproclamée du Karabakh pointe du doigt la Turquie qui fournit selon lui des mercenaires et des avions de guerre à l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh est une région enclavée d'Azerbaïdjan, peuplée majoritairement d'Arméniens et soutenue par l'Arménie. Un territoire qui a proclamé son indépendance avec l'effondrement de l'URSS en 1991 et qui a déjà été le théâtre d'une guerre qui a fait 30 000 morts au début des années 90. Depuis un fragile cessez-le-feu conclu en 1994, les pourparlers de paix sont dans l'impasse. Chaque regain de tension fait craindre un embrasement de la région et un conflit entre les puissances derrière les deux camps. L'Arménie est soutenue par la Russie alors que l'Azerbaïdjan peut compter sur l'appui de la Turquie. Merci pour votre aimable attention. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous donnons rendez-vous à 21h dans le cadre du programme Tout au clair. Ce sera une présentation de Frédéric Moutonnet. Bonne soirée à tous sur votre chaîne. Au revoir.